À l'âge de 3 ans, il corrigeait les erreurs de calcul de son père. À 7 ans, il résolvait un problème mathématique que même les adultes mettaient du temps à comprendre. Et à 24 ans, il révolutionnait l'astronomie. À la main. Carl Friedrich Gauss n'était pas un enfant prodigue comme les autres. On l'appelait le prince des mathématiciens pas pour flatter son ego, mais parce qu'il semblait toucher les mathématiques comme des autres touchent la musique ou la poésie. Mais sais-tu vraiment ce qu'il a découvert? Car derrière ce nom souvent cité dans les manuels se cache un génie à la portée immense qui a influencé presque toutes les sciences modernes. Et ce que tu vas découvrir dans cette vidéo dépasse de loin quelques formules. Le nom de Gauss apparaît dans presque tous les domaines scientifiques, en mathématiques bien sûr, mais aussi en physique, en astronomie, en statistique, en électromagnétisme. On parle de la courbe de Gauss, de l'unité Gauss, du théorème de Gauss, de la méthode des moindres carrés, de la loi normale. Et pourtant, peu de gens savent vraiment qui était Carl Friedrich Gauss. Né en Allemagne à la fin du XVIIIe siècle, dans une famille pauvre, il montre très tôt un talent exceptionnel. On ne parle pas ici d'un bon élève, mais d'un enfant dont les capacités mentales dépassent l'imaginable. Très jeune, il corrige son instituteur, découvre par lui-même des lois mathématiques fondamentales, et à peine adolescent, il réinvente des pans entiers de la géométrie et de l'arithmétique. Mais Gauss ne s'est pas contenté d'être un génie scolaire. Il a laissé des traces profondes et concrètes dans l'histoire des sciences. À 24 ans, il réussit à prédire la position exacte d'une planète invisible, un exploit qui stupéfie les astronomes de l'époque. Et ce n'était qu'un début. Dans cette vidéo, tu vas découvrir la trajectoire d'un homme hors norme. Un homme discret, perfectionniste, parfois solitaire, mais dont les idées ont modelé notre monde moderne. Alors que reste-t-il du prince des mathématiciens aujourd'hui? Et pourquoi son influence est-elle plus actuelle que jamais? Tu vas le découvrir maintenant. Carl Friedrich Gauss naît le 30 avril 1777 à Brunswick, dans le duché de Brunswick-Lunebourg, au nord de l'Allemagne actuelle. Il est le fils d'un ouvrier maçon et d'une femme de ménage. Autant dire que rien, dans son origine sociale, ne le destinait à devenir l'un des plus grands savants de tous les temps. Et pourtant, très tôt, quelque chose étonne. À 3 ans, alors que son père fait ses comptes à voix haute, le petit Karl intervient. Pour corriger une erreur de calcul, son père est abasourdi. À 7 ans, un épisode marquera les annales de l'enseignement. Son instituteur, voulant occuper la classe, demande aux élèves de calculer la somme des nombres de 1 à 100. Il pense leur donner une bonne demi-heure de travail. Mais Karl, après à peine quelques secondes de réflexion, écrit la bonne réponse 5050. Comment a-t-il fait? En observant que les paires 100, 2,99, 3,98 faisaient toutes 101 et qu'il y avait 50 paires. La formule des séries arithmétiques était née dans sa tête, avant même qu'on ne l'enseigne. Son instituteur, Johann Büttner, est impressionné. Il parle de l'enfant à un mécène local, le duc de Brunswick, qui décide de financer ses études. Ce geste va changer le destin de Gauss. À 11 ans, il entre au lycée, puis à 15 ans, il écrit déjà des découvertes majeures. À 17 ans, il retrouve une construction géométrique perdue depuis l'Antiquité, la construction au compas et à la règle d'1 polygone régulier à 17. Côté, un exploit que même les Grecs n'avaient jamais réussi à démontrer. En 1795, il entre à l'université de Göttingen, une des plus réputées d'Allemagne. Là encore, il impressionne ses professeurs, mais reste discret. Gauss est perfectionniste. Il ne publie rien tant qu'il n'est pas certain d'y avoir tout démontré dans les moindres détails. Ce trait de caractère, qu'on retrouvera toute sa vie, fera de lui un savant lent mais rigoureux et surtout, souvent en avance sur son temps. Dès l'adolescence, Carl Friedrich Gauss ne se contente plus de comprendre les mathématiques. Il les devance, les redéfinit, et commence à écrire une œuvre qui influencera les siècles à venir. En 1801, Gauss a tout juste 24 ans lorsqu'un événement va le propulser sur la scène scientifique européenne, la découverte, puis la disparition de Cérès, une planète naine entre Mars et Jupiter. L'astronome italien Giuseppe Piazzi avait aperçu Cérès le 1er janvier 1801, mais l'objet céleste avait disparu quelques semaines plus tard derrière l'éclat du Soleil. Impossible de le suivre. Et sans trajectoire précise, Cérès semblait perdu à jamais. C'est là que Gauss intervient. Sans télescope, sans laboratoire, seulement avec du papier, une plume et sa tête, il développe une méthode entièrement nouvelle pour prédire la trajectoire elliptique d'un objet céleste à partir de quelques données seulement. Il crée un outil mathématique révolutionnaire, la méthode des moindres carrés, encore utilisée aujourd'hui dans la statistique, la physique, l'économie et même l'intelligence artificielle. Grâce à ces calculs, les astronomes allemands pointent à nouveau leur télescope et retrouvent Cérès exactement là où Gauss l'avait annoncé. C'est un choc. Le jeune mathématicien inconnu devient une légende dans les cercles scientifiques. Sa capacité à prédire l'invisible le place immédiatement parmi les plus grands savants de son temps. Mais Gauss ne s'arrête pas là. L'astronomie le passionne.
Il continue à affiner ses méthodes de calcul, publie en 1809 son traité fondamental, Theoria Motus Corpora Coeleste, théorie du mouvement des corps célestes. Ce livre va devenir une référence absolue en mécanique céleste. Il y présente une méthode complète pour déterminer les orbites en tenant compte des perturbations gravitationnelles. Ce qu'il a apporté à l'astronomie, c'est plus que des outils, c'est une rigueur mathématique absolue qui permet d'appliquer des lois précises à des phénomènes complexes, lointains, parfois chaotiques. Pour lui, les cieux ne sont pas une énigme mystique, mais un terrain de jeu pour l'esprit logique. Les étoiles obéissent au nombre. Et Gauss à la clé. À une époque où les calculs se font encore à la main, sans ordinateur, sans algorithme automatisé, il réussit ce que des équipes entières d'astronomes n'avaient pas pu accomplir. Gauss a montré que le ciel aussi peut être compris, et qu'un homme, seul, pouvait y lire l'ordre caché. Si Gauss est considéré comme le prince des mathématiciens, ce n'est pas seulement pour ses exploits précoces, c'est surtout parce qu'il a touché presque tous les domaines des mathématiques, et qu'il les a transformés. Dès sa jeunesse, il s'intéresse à la théorie des nombres, ce domaine à la fois simple en apparence, les nombres entiers, les divisions, les restes, et infiniment profond. À 21 ans, il publie un ouvrage majeur, Disquisition Arithmetica, en 1801. Ce livre est une révolution. Il pose les bases modernes de l'arithmétique. Gauss y formalise la notion de congruence, introduit des démonstrations rigoureuses et développe une théorie qui influencera des générations entières de mathématiciens. C'est aussi dans ce domaine qu'il prouve un résultat que beaucoup soupçonnaient sans pouvoir le démontrer, tout entier premier peut être exprimé comme somme de 2 carrés dans certains cas bien précis. Une beauté mathématique discrète, mais redoutablement puissante. Il s'attaque également à l'algèbre, notamment avec la démonstration du théorème fondamental de l'algèbre, toute équation polynomiale a au moins une racine complexe. Un résultat essentiel dans la compréhension moderne des équations. Mais Gauss, c'est aussi la géométrie. On se souvient souvent de lui pour la construction du polygone à 17 côtés, mais il ira beaucoup plus loin. Il jette les bases de ce qu'on appellera plus tard la géométrie différentielle, en étudiant les courbures des surfaces. Il introduit notamment ce qu'on appelle aujourd'hui la courbure de Gauss, une mesure qui permet de comprendre comment une surface se plie dans l'espace. Ce concept sera fondamental pour les travaux ultérieurs d'Einstein sur la relativité générale. Ce qui impressionne, c'est la profondeur de ses idées. Là où d'autres se contentent de résoudre un problème, Gauss remodèle tout le cadre. Il ne publie que ce qu'il estime parfait, ce qui fait qu'une grande partie de ses découvertes ne seront révélées qu'après sa mort. Les mathématiques, avec Gauss, deviennent un art de la structure, de l'harmonie. Il n'y voit pas seulement des calculs, il y voit un langage fondamental du réel. Et il pose ainsi les fondations de ce que deviendront, plus tard, l'analyse moderne, l'algèbre abstraite et même la géométrie non euclidienne. On connaît Gauss pour ses travaux mathématiques, mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il a aussi joué un rôle majeur dans la naissance de la physique moderne. Dans les années 1830, alors qu'il est déjà reconnu comme une figure scientifique incontournable, Gauss s'intéresse de près à un domaine encore jeune, le magnétisme terrestre. Avec son ami et collaborateur Wilhelm Weber, il construit l'un des premiers télégraphes électromagnétiques, bien avant qu'il ne soit popularisé. Ensemble, ils installent une ligne entre l'observatoire et l'université de Göttingen. C'est l'une des toutes premières expérimentations de transmission d'informations par courant électrique. Mais Gauss ne se contente pas d'expérimenter, il cherche à comprendre. Il développe les bases théoriques de ce qu'on appelle aujourd'hui l'électromagnétisme. Il énonce notamment la loi de Gauss, une des 4 équations fondamentales de Maxwell, qui décrivent le comportement des champs électriques et magnétiques. La loi de Gauss, dans sa forme la plus simple, affirme que le flux électrique traversant une surface fermée est proportionnel à la charge électrique contenue à l'intérieur. C'est une formule d'apparence simple, mais qui résume une idée fondamentale, les champs obéissent à des règles précises, universelles et mesurables. À partir de ses travaux, il crée aussi une unité de mesure du champ magnétique, le Gauss. Encore utilisée aujourd'hui, elle rappelle l'impact direct de ses recherches sur la physique appliquée. Mais son intérêt pour la science ne s'arrête pas là. Il améliore également les instruments de mesure astronomique, affine les horloges, contribue au calcul de trajectoires balistiques, et même à la géodésie, c'est-à-dire à la mesure de la forme de la Terre. Gauss a ainsi contribué à relier les mathématiques pures aux applications les plus concrètes, navigation, télégraphie, cartographie, ingénierie. Dans une époque où les disciplines scientifiques étaient encore très cloisonnées, lui les traverse toutes avec une facilité déconcertante. Il est, d'une certaine façon, l'archétype du savant total, capable de passer de l'abstraction la plus haute à la précision la plus technique. Et aujourd'hui, même les technologies les plus avancées du GPS aux IRM doivent quelque chose à Carl Friedrich Gauss. Il y a des génies précoces. Et puis il y a Carl Friedrich Gauss, un homme né dans la pauvreté qui à 7 ans résolvait des problèmes que des adultes n'auraient même pas abordés.
un mathématicien qui, sans ordinateur, sans machine, a calculé la position d'une planète perdue dans le ciel, et qui ne s'est pas arrêté là. Son nom traverse les disciplines mathématiques, astronomie, physique, ingénierie. On le retrouve dans les manuels, dans les équations, dans les unités de mesure, mais bien souvent, sans vraiment le connaître. Gauss ne cherchait ni la gloire, ni la reconnaissance. Il cherchait la vérité. Une vérité simple, élégante, mathématique. Et aujourd'hui encore, nos écoles, nos satellites, nos téléphones, nos sciences fonctionnent sur des lois qu'il a posées. Il n'était pas seulement un génie, il était une boussole, un guide invisible de la pensée scientifique. Si cette histoire t'a passionné, pense à t'abonner à Le Sais-tu. Laisse un like si tu veux qu'on continue à explorer ensemble ces figures incroyables que l'histoire a un peu oubliées. Et dis-moi en commentaire quel autre savant ou inventeur veux-tu découvrir dans une prochaine vidéo. Le passé est rempli de géants discrets. À nous de les remettre à leur place, dans la lumière.